Bonsoir. Des enfants ont été froidement assassinés samedi 24 octobre à Koumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Les parents pleurent, la nation tout entière porte le deuil. Au premier rang, les mamans, celles qui donnent la vie, raison pour laquelle l'invitée de la semaine, c'est une mère, une maman, une militante de la paix. Sylvie Jacqueline Dogmo, présidente de la Women International League for Peace and Freedom, section Cameroun. Sylvie Jacqueline Dogmo, bonsoir. Bonsoir Lille et merci pour l'invitation. Comment est-ce que vous avez appris la tragédie de Koumba? J'ai appris la tragédie de Koumba samedi, après un événement que nous avions organisé à l'université de Douala, au département de sciences, à l'endroit des étudiants. Et à la fin de l'événement, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai eu l'information qui, du coup, pour moi, semblait être pas une information vraie parce que je n'y croyais pas. Mais c'est après avoir recoupé un certain nombre d'informations que je me suis rendu compte que c'était véritablement un drame qui était arrivé dans la ville de Koumba. Et quelle était votre première réaction, celle d'une maman ou d'une militante de la paix? Déjà, celle d'une maman. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que la douleur de l'enfantement. Moi qui vous parle, je suis entrée au bloc opératoire 7 fois dans ma vie, avec anesthésie générale. Et j'en porte des séquelles jusqu'à ce jour, en termes d'incontinence urinaire, en termes d'insomnie et beaucoup d'autres choses. Et ça parce que, à cause d'une césarienne qui a été ratée. Non seulement j'ai perdu mon enfant, mais également je souffre ce jour du fait de l'enfantement. Donc, en tant que maman, je peux imaginer la peine que ça fait pour une autre maman, le prix qu'une mère doit payer pour avoir un enfant. Je viens de vous parler du prix que moi j'ai payé et je n'ai même pas pu avoir cet enfant. Donc, ça ne peut pas s'expliquer. En tant que maman, je suis outrée, choquée, parce que je sais ce que c'est qu'enfanter. Également, en tant que militante de la paix, je suis outrée également parce que rien, je vous assure, rien ne peut justifier un acte pareil. Quand on parcourt les dictionnaires de la langue française, de la langue anglaise, même dans ma langue maternelle, il n'y a aucun mot qui peut expliquer, qui peut justifier ces actes. Il n'y a aucun mot qui peut exprimer la douleur que peut ressentir une mère face à ces actes-là. Et aucun combat ne peut être mené avec des enfants comme des cibles privilégiées. C'est pourquoi, en tant que militant de la paix, je dis non, ce n'est pas possible. Rien ne peut justifier ça, aucune cause ne peut justifier. Donc, que ce soit en tant que mère ou en tant que femme, je dis non, parce que rien, mais alors rien ne peut justifier ces actes ignobles. Et vous qui menez ce combat sur le terrain, ça fait 4 ans que cette crise sécuritaire dure dans ces régions-là. Est-ce que ce n'est pas un drame de plus, de trop? Moi, j'estime que c'est un drame de plus et de trop. Et de trop, pourquoi? Parce que depuis le début de cette crise, et même nous n'avons pas attendu la crise pour travailler. Comme vous le savez, l'organisation, c'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. C'est une organisation des femmes qui promeuvent la paix. Donc, en termes d'action, d'éducation, de sensibilisation, nous avons toujours prôné la méthode non violente. Nous avons toujours prôné la non-violence comme solution aux crises. C'est pourquoi, depuis le début de la crise, nous avons estimé, face aux réactions qui ont été apportées aux revendications des populations, nous ne sommes pas surprises en fait par ce qui se passe aujourd'hui, parce que les réponses militaires, la violence ne peut produire que la radicalisation. Donc nous avons attiré l'attention des autorités, de tous les acteurs dans ce conflit-là, de la nécessité d'utiliser des voies autres que des menaces, des voies autres que les réponses militaires. Parce que l'histoire du monde est claire, elle est têtue. À chaque fois que des réponses militaires sont apportées, des réponses sous forme de violence, de menaces sont apportées aux revendications des populations, ça produit la radicalisation qui peuvent être la conséquence, une des conséquences, ou l'une des causes, je voudrais dire, de ce qui s'est passé à Koumba. Mais cela ne saurait justifier tout de même que des enfants soient pris pour cible. Dans notre humble avis, ce qui est arrivé à Koumba est non seulement pas très surprenant, mais c'est simplement la résultante d'une mauvaise gestion des crises qui secouent le Cameroun ce jour.
Vous parlez bien de crise hein, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour vous, parce que si l'on s'en tient à vos articles, c'est la plus négligée au monde. Pourquoi cette expression? Non, nous le disons simplement déjà parce qu'elle a trop duré. Elle a trop duré. Beaucoup de sang a coulé, véritablement. Qui pouvait imaginer quelques jours encore qu'on pouvait encore avoir un drame comme ça? Donc nous pensons qu'elle est négligée simplement parce qu'elle a trop duré. Deuxièmement, parce que la façon par laquelle elle est gérée, c'est ça. Parce que quand une crise n'est pas négligée, véritablement, les acteurs principaux descendent sur le terrain. Tout le monde fait des efforts pour qu'il y ait une suite favorable. Mais les efforts faits, c'est vrai, je voudrais reconnaître quand même des efforts qui ont été faits, mais ils n'adressent pas les efforts qui devraient permettre d'adresser de façon durable les conflits, devraient intégrer un certain nombre de facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le cas du Cameroun. C'est pourquoi nous pensons qu'elle est négligée. Je voudrais par exemple dire, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que déjà les réponses militaires, la force, l'usage de la force sont un élément au fil des ans. En 2016, on avait utilisé la violence. En 2017, en 2018, même les discours, il y a certains discours qui ne sont pas des discours d'apaisement. Et ce sont ces discours-là qui radicalisent. Quand on utilise un discours pareil, ou alors on utilise la force, on sait très bien quel est le résultat. Donc on ne peut pas être surpris. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'elle est négligée, parce qu'on a même l'impression à un moment qu'on ne souhaiterait pas qu'elle prenne fin. Sinon, on devrait changer de stratégie. Mais la paix est-elle possible alors? Parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression que la paix dans ce contexte... Non, la paix est possible. Il y a des pays qui ont eu pire que nous. Mais la paix est possible. Mais pour qu'elle soit possible, il y a un certain nombre de préalables. Nous pensons, le premier préalable, c'est déjà... j'ai parlé tantôt de discours d'apaisement. Quels que soient les partis, notamment le gouvernement, je voudrais attirer l'attention des décideurs. Mais quel que soit, le langage que nous utilisons est très très important. Le langage non violent peut produire l'effet contraire. À ce moment, on a besoin d'un langage d'apaisement. Mais on va vous dire que face aux barbares, à ces hommes sans foi ni loi, il faut utiliser la force. Sauf que le résultat est que les femmes et les enfants continuent de payer le plus lourd tribut. Ceux qui le disent, utiliser la force, mais depuis 2016, n'est-ce pas, qu'on utilise cette force face à ces barbares-là, où est le résultat? Est-ce qu'on est en train d'aller vers des meilleures conditions ou alors la situation est en train de s'empirer? Donc je suis d'accord que face aux barbares, on doit utiliser la force. Mais on l'a utilisé pendant 1, 2, 3, 4 années. On doit pouvoir faire le bilan. Et le bilan est clair. En pleine rentrée scolaire, des enfants sont massacrés. Ça veut dire que la radicalisation atteint son comble. Et à ce moment-là, je voudrais dire, je parle en tant que spécialiste des questions de paix et de sécurité. En matière de paix et de sécurité, on négocie même avec ses ennemis. Dialogue sans tabou, c'est ça? Dialogue sans tabou, c'est discuter des questions difficiles. C'est discuter avec ses ennemis. Parce qu'ici, il y a une population qui est en train de payer le prix. Ces enfants qui ont été massacrés. On ne dit-on pas que les enfants, c'est le cœur d'une nation, c'est l'avenir d'un peuple? Donc, en même temps que nous disons qu'on ne doit pas négocier avec les terroristes, on se rend compte qu'on est bel et bien obligé de discuter avec les terroristes. Mais comment mettre ces terroristes-là qui n'arrivent pas à avoir peur de tuer des enfants à une table pour... Oui, je voudrais dire, c'est pour ça, moi je voudrais, vous savez, je suis passée chez vous et dans d'autres plateaux de télé, j'ai toujours interpellé, vraiment, je lance encore ce cri d'appel aujourd'hui au chef de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, je prends cette crise comme une maison dans laquelle il y a un père de famille. Moi-même, en tant que mère de famille, à un moment, tu es obligé véritablement de baisser un peu le ton pour écouter les enfants, les amener à changer. Parce que si on ne le fait pas, les enfants, on va les perdre. Donc je pense que c'est possible. C'est changer de stratégie en termes de ton qu'on utilise. Utiliser un langage, quelle que soit l'autorité qui prend la parole, elle doit utiliser un langage qui apaise, mais pas un langage qui radicalise davantage. Et je pense que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Je suis sûre et je demeure convaincue que s'il prend la parole, il s'exprime, il essaie d'apaiser les cœurs. Parce que là maintenant, nous sommes malheureusement arrivés à une phase très très délicate de ce conflit. Ce n'est plus comme au début. Ici, le dialogue, ça ne va plus suffire. Ça ne va plus suffire. On va s'asseoir dans une salle, ça ne suffit plus. Pourquoi ça ne va plus être la solution idéale?
le dialogue simple, parce qu'il y a eu trop de blessures profondes. Des familles entières ont perdu leurs membres de famille, ont perdu leurs services, leurs infrastructures, etc. Ça, c'est des douleurs profondes, des douleurs qu'on n'oublie pas. Quand votre famille est décimée, ça veut dire que le désir de vengeance s'installe au fil des années. Nous avons, dans le cadre d'une étude que nous avons menée, une collègue qui a rencontré un enfant. Il avait une âme qui pesait plus que lui. L'âme. L'enfant était dans la région du nord-ouest. Elle s'est arrêtée et elle s'est rendue compte que c'était un enfant, il avait à peine 9 ans, mais il avait une âme. Et quand elle s'est approchée, il pleurait. Je veux venger mes parents, je veux venger mes parents. Donc ça, c'est une jeunesse, c'est un peuple qu'on est en train de détruire sur le plan mental. Et ça, c'est très dangereux pour une nation parce qu'on va demeurer en permanence en conflit latent. Alors, pour adresser cela, il faut véritablement, au-delà du dialogue qui est important, après le cessez-le-feu, également s'engager dans des médiations, dans la négociation. Il est important que nous, les femmes, que tous les acteurs essayent de mener des actions de médiation, de négociation pour apaiser les cœurs, pour amener les gens à comprendre que malgré tout ce qui est arrivé comme désastre, il faut pardonner. Mais il y a eu des négociations, il y a eu des missions interministérielles sur le terrain, il y a eu des membres du gouvernement. On a vu le Premier ministre même qui est descendu, qui a utilisé le PIDIN pour s'adresser à ces gens-là. Pour vous, la lecture que vous faites, ce n'est pas déjà des avancées? Mais je l'ai dit tantôt, il y a des avancées, mais sauf que dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une initiative du gouvernement seul. Quand nous parlons de dialogue, par exemple, c'est le dialogue avec toutes les parties impliquées. Il y a eu le grand dialogue national avec tous les... Justement, j'en viens. Par rapport au grand dialogue national, nous avons mis sur pied une plateforme des femmes appelée Plateforme des femmes pour le dialogue national. Et dans ce cadre-là, nous avons présenté au gouvernement un mémorandum avec un certain nombre de propositions qui demeurent d'actualité. Dans le cadre de ces propositions, on demandait entre autres que le gouvernement véritablement identifie les causes profondes des conflits et les adresse, et les discute tout au long de ce dialogue. Que le gouvernement essaye de poser sur la table des questions difficiles, la forme de l'État, c'est important, et que le gouvernement tende la main même à ces personnes-là. Et la nécessité... La forme de l'État, on va vous dire, pas négociable du tout. On parlait d'autres choses, mais pas... Mais sauf que quand je pose un problème de forme de l'État, n'est-ce pas, c'est mieux qu'autour d'une table, on puisse discuter peut-être pour ne pas l'arrêter comme solution, essayer de voir ensemble. C'est pour ça qu'on parle de négociation. Si ce n'est pas le point A, entre le point A et le point B, on peut avoir un point médium. Donc c'est de ça qu'il est question. La forme de l'État, comme toute autre question, doit être véritablement discutée. C'est le fait justement de dire on ne va pas la discuter qui crée des frustrations. Parce que quel que soit le problème, si vous avez un enfant qui vous pose un problème, faites des efforts pour l'écouter. C'est de ça qu'il est question. Si on dit qu'elle ne peut pas être écoutée, négociée, ça veut dire que véritablement, nous-mêmes, nous avons mis un blocage par rapport au processus de paix que nous voulons engager. Mais vous êtes sur le terrain depuis 2012 par là. Quelles sont vos relations avec l'État, les pouvoirs publics? Déjà, Lille, je veux te dire que je suis sur le terrain depuis 1996. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce travail. Même si WILF date de quelques années, j'ai travaillé dans d'autres organisations, notamment Women Peace Initiative, la Ligue des droits et libertés, etc. D'une part, les relations n'ont pas toujours été bonnes, du simple fait qu'il y a un regard de suspicion qui est jeté sur le travail qui est mené par la société civile. Et pourtant, les actions que nous menons visent véritablement à contribuer au développement de notre pays. C'est pourquoi, malgré ce regard de suspicion, nous ne cessons
d'impliquer et de travailler avec les autorités compétentes parce que nous estimons que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et chacun a sa contribution à faire. Ce que nous faisons comme travail, c'est apporter une contribution à la construction de l'édifice de l'État. Donc parfois, mais heureusement, je dis fort heureusement, il y a beaucoup d'autorités qui nous accompagnent. Vous faites bien de parler de suspicion parce que votre démarche est souvent très critiquée, la démarche des organisations de défense des droits de l'homme, de la paix, des libertés. On vous trouve manipulé par des groupes d'intérêt politiques. Mais je voudrais dire, quand vous menez un combat qui adresse les causes profondes, vous savez, les causes profondes sont différentes de ce qu'on voit. Aujourd'hui, on peut se plaindre que des gens ont abattu des enfants, on peut se plaindre de tout ce qui se passe. Mais simplement, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui a poussé les gens à être radicalisés à ce point? On va dire qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre, un peu comme des organisations, pour financer, accompagner cette crise-là sur le terrain. Oui, mais la crise date de quand? Mais est-ce qu'avant 2016, le Cameroun était en paix 100%? Non, véritablement. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est simplement question, quand vous adressez les questions, nous avons travaillé, mis sur pied la salle de veille et d'alerte des femmes, avec un centre d'appel qui a un numéro vert, gratuit 82 43. Et à travers ce centre d'appel, depuis 2018, nous recueillons des informations du terrain, quelle que soit l'origine de toutes les situations conflictogènes. Et nous attirons l'attention du gouvernement là-dessus. Les gens posent 1001 problèmes de toutes les natures, en termes de frustration, en termes d'accès aux soins, services sociaux de base, en termes de problèmes de santé, en termes d'éducation, etc. Est-ce qu'il s'agit de la société? Non, c'est des populations qui appellent et disent ce qui leur fait mal. À ce moment-là, nous pensons que c'est véritable. À chaque fois que vous interrogez ces questions un peu difficiles-là, on ne peut que vous taxer d'être à la solde de certains, comme on le dit parfois, de l'extérieur. Mais non, ce n'est pas ça. Je crois que nous devons élever le débat. Il n'est pas question de rester à ce niveau-là. Il est véritablement important que les uns et les autres, nous puissions travailler ensemble pour pouvoir faire avancer Mais quelle preuve d'indépendance, hein, pour fournir, c'est-à-dire que pour démontrer à ces pouvoirs publics, à l'État, que vous êtes des personnes... Pourquoi il faut démontrer? Il faut démontrer pourquoi? Parfois, l'État a besoin de savoir que vous êtes... Je vais vous dire, moi je n'ai rien à démontrer. Je n'ai rien à démontrer parce que depuis 25 ans, je l'ai dit, depuis 25 ans, j'ai travaillé avec les femmes depuis Bafoussam où j'ai commencé. Et le premier financement, je le dis, et je le dis à haute et intelligible, je le dis toujours à la télé. Depuis 1996, quand nous avons commencé à travailler, j'ai mobilisé les femmes. Le premier financement, c'était en 2014 avec l'Union européenne. Donc nous avons travaillé près de 20 ans avec des femmes qui essaient de prélever un tant soit peu de leur ration alimentaire pour celles qui en ont. Et c'est des femmes qui sont sacrifiées pendant 20 ans pour éduquer d'autres femmes, pour éduquer d'autres enfants. En 2014, entre 1996 et 2014, ça fait combien d'années? Sans un sou. Mais nous avons, renseignez-vous très bien, nous avons travaillé à l'est, à l'ouest, partout. Nous avons éduqué, nous avons amené les enfants à utiliser le téléphone, n'est-ce pas? Par exemple, c'est un exemple que je donne, pour promouvoir la paix et non justement, la question de financement se pose actuellement pour vos activités. Qui finance vos activités? Je vais vous dire, Lille, je le dis et je répète, et je parle haute et intelligible. J'ai travaillé de 1996 à 2014 avec des femmes. Et nous sortions, je suis enseignant de profession, et nous sortions pour celles qui ont un peu, soit de leur salaire, soit de leur ration alimentaire. On s'adressait aux individus comme vous, aux frères, aux sœurs, pour mener des actions. Vous comprenez? Donc ne me posez pas la question aujourd'hui parce que pendant qu'on a travaillé pendant 20 ans sans sous, personne ne nous a dit comment faire pour vous aider. En 2014, nous avons pu avoir un financement de l'Union européenne au Cameroun pour aider les enfants, comme je l'ai dit tantôt, à avoir les actes de naissance. Et aujourd'hui, nous travaillons, nous avons eu un financement, si vous voulez le savoir, de ONU Femmes, à travers le bureau régional de l'Afrique centrale, UNOCA, qui est basé au Gabon. Nous recevons également ce qu'on appelle les small grants, c'est des petits financements de notre bureau international, c'est-à-dire WILF, qui a le siège à Genève. Donc nous recevons également les small grants. Nous avons eu également le financement aux données femmes pour travailler sur l'étude
sur la résolution 1325 commanditée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. L'étude a été financée par ONU Femmes et a été commanditée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc nous avons travaillé, le ministère, ONU Femmes et nous. Donc en même temps, pendant que ONU Femmes nous finance, ils financent également le ministère. Pendant que ces acteurs nous financent, ils financent également. Donc c'est pas caché. Et aujourd'hui, si l'État veut, il est capable de savoir qui reçoit de l'argent. Donc on n'a pas besoin de... Je pense que c'est ces idées-là, n'est-ce pas, ces mauvaises perceptions, ces stéréotypes-là qui ne sont pas bien, qui ne sont pas de nature à apaiser le climat. Pour le moment, véritablement, nous pensons que notre rôle, et nous avons le devoir, la responsabilité d'œuvrer aux côtés de l'État du mieux que nous pouvons pour ramener la paix au Cameroun à travers nos actions. Et nous n'avons pas besoin. Qu'est-ce que nous allons gagner à vouloir du mal à notre propre pays dans lequel nous vivons? Non, ce n'est pas possible. On va vous dire qu'on va vous répondre, hein, si on s'en tient au discours qu'on suit chaque jour, que c'est juste une façade, parce que vous avez un important réseau de relations à l'international, toute une coopération. Pendant qu'on perd de temps, n'est-ce pas, à dire que vous avez un réseau, que les enfants continuent de mourir. C'est pourquoi à un moment, moi, mon combat est simple. Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait pour apaiser le cœur? Je suis prête. Nous sommes en train de nous mobiliser. Si possible, d'essayer de voir comment nous pouvons faire des médiations communautaires, n'est-ce pas? Parce que ces enfants, les militaires sont nos enfants. Les séparatistes sont nos enfants. Les enfants qui sont tués sont les nôtres. Comment faire la part des choses? Donc maintenant, au lieu de m'engager dans ce débat, l'argent vient d'où vous êtes... Non, c'est pas ça. C'est comment faire au moment où la radicalisation est de plus en plus accrue. Comment faire pour changer de stratégie, pour amener les uns et les autres sur une table, à changer de stratégie et à revenir dans le bon sens. C'est ça qui est le plus important. La UIF est très connue sur le terrain avec des stratégies de communication que tout le monde connaît. Maintenant qu'il y a un fait grave qui s'est posé à Kumba dans la région du sud-ouest, vous faites quoi? Action immédiate, à court terme, à long terme? Est-ce que vous avez prévu descendre aussi là-bas? Oui, déjà, ce même jour, nous avons fait une déclaration qui a été ce même jour. Je n'étais même pas encore au courant de fait, comme j'ai dit, j'étais à l'université. Mes collègues, dès qu'ils ont vu le responsable de la communication, a pris sur lui de faire une déclaration qui a été validée par le directeur de programme et publiée. Mais après cela, nous avons pris attache avec d'autres organisations des femmes et nous sommes en train de travailler pour une action qui va se mener à Kumba et à Buea. Et ça, c'est véritablement juste pour... comme on dit, pour dire non vraiment de façon ponctuelle. Mais le travail que nous faisons, c'est dans le long terme. Demain, 29 octobre, nous serons à Yaoundé pour présenter le rapport que nous avons mené au Cameroun sur l'analyse de la dimension genre dans les conflits. Ce rapport permet à l'État du Cameroun, permet à toutes les institutions qui aimeraient contribuer pour une paix durable au Cameroun, de comprendre quelles sont les dynamiques de conflit, de comprendre quelles sont les causes profondes, de comprendre quelles sont les réponses. Mais c'est trop de rapports, Sylvie, c'est trop de rapports. Finalement, on vous dit que trop de rapports, ça tue le rapport. Mais je suis en train de dire, c'est clair. Je parle de la dynamique, de l'analyse de la dimension genre. Ce rapport donne la parole aux victimes. Voilà la différence. Ici, c'est les victimes. Nous avons écouté les victimes. C'est les victimes qui ont parlé. On n'a pas écouté, on n'a pas regardé la télé, on n'a pas écouté la radio, on a parlé aux victimes qui ont exprimé leur vécu. Et c'est au regard de leur vécu-là que nous savons déjà, à travers ce rapport, quelle est la cartographie des conflits au Cameroun. Quelles sont les différentes dynamiques de conflits? Quelles sont les réponses existantes? Parce que, de ce que les victimes vous disent. Parce que je voudrais vous dire, par exemple, le rapport, ce n'est pas un rapport de trop, au contraire. Quand nous sommes rendus compte, dans le cadre de ce travail, à l'extrême nord, par exemple, à Mora, on s'est rendu compte qu'il y avait des camps de réfugiés, des camps de déplacés, pardon, où certains enfants se retrouvaient avec 4 actes de naissance. Je prends un exemple, hein, alors qu'à côté, il y avait des camps de déplacés sans même une toilette. Ça veut dire simplement qu'il y a déjà un problème de coordination de l'action humanitaire. Les gens nous ont dit là-bas que les mêmes personnes, les mêmes organismes viennent aider ce camp. Par exemple, ça,
Ce rapport va permettre aux différents acteurs, n'est-ce pas, institutions étatiques, système des Nations Unies, etc., de coordonner davantage les actions pour pouvoir. Il y a eu également sur le terrain, ce rapport nous a fait comprendre qu'il y a véritablement lieu d'agir très vite au regard du degré de traumatisme que vivent les populations, notamment les femmes, dans les régions de l'extrême nord et du nord et du sud-ouest. Parce que c'est une population de plus en plus traumatisée qui est là. Et vous savez, quand les gens sont traumatisés, c'est une bombe qui se prépare. Donc il y a véritablement lieu d'agir sur le plan psychosocial. Il y a véritablement lieu d'agir, n'est-ce pas? On parlait de plus de 4400 écoles fermées. Où vont ces enfants-là? C'est la bombe à retardement. Donc véritablement ce rapport, pour nous, est une contribution assez éloquente pour quiconque véritablement voudrait apporter des solutions durables. Parce qu'à l'intérieur, vous avez les dynamiques de conflit, à l'intérieur, vous avez la cartographie, à l'intérieur, vous avez les propositions des femmes, des jeunes, des personnes handicapées de toutes ces régions-là pour pouvoir mener un terme au conflit existant. Au regard de tout ce qui se passe depuis 2016, on se rend compte que c'est la femme qui paye le lourd tribut avec des enfants et qui sont traumatisés à vie, qui subissent cette crise sécuritaire, crise sanitaire, mais qui se lèvent quand même et vous disent que vraiment l'enfant, l'éducation de l'enfant est très importante, se battent pour emmener l'enfant à l'école. Est-ce que dans vos actions, soit demain ou après-demain, il y a ce volet de prise en charge de ces femmes-là, de ces enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés? Est-ce qu'il y a un programme? Tout à fait, tout à fait. Par rapport à cette question, justement, l'analyse que nous avons menée nous a permis de comprendre ce degré-là. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas une action humanitaire. Nous avons porté cette question-là auprès de certains organismes qui peuvent accompagner. En ce moment, nous avons accompagné déjà quelques groupes de femmes déplacées internes. L'année dernière, par exemple, nous avons payé la scolarité de 6 enfants, par exemple à Makepe Misoke. Tous ont eu le GCE. Parce que nous ne sommes pas une organisation humanitaire, nous apportons notre petite contribution. Notre rôle est de porter à l'attention des pouvoirs publics et de tout organisme qui peut accompagner ces femmes-là de pouvoir leurs problèmes afin que des actions puissent être menées. Même dans le cadre de la guerre contre la COVID-19, nous avons également un temps soit peu apporté notre modeste contribution aux femmes à Yaoundé dans des cas de déplacés, à Yaoundé, à Mélon, etc. Mais là, c'est véritablement de façon ponctuelle. Dans le long terme, ce que nous faisons, nous portons à l'attention des décideurs et de tous les autres acteurs ces demandes-là, ces besoins humanitaires-là, afin que des actions soient apportées par ces personnes-là. Récemment, nous avons été dans la mission conduite par OCHA et UNICEF et d'autres organismes sur une mission qui a permis également d'évaluer les besoins humanitaires de ces personnes-là. Et nous pensons que le rapport qui a été produit doit pouvoir permettre aux décideurs, aux institutions de savoir quel appui apporter, peut-être dans la région de l'Ouest, les déplacés qui sont là-bas, quel appui apporter, parce que les besoins ne sont pas toujours identiques dans les régions en fonction de l'accueil que ces personnes déplacées-là reçoivent dans les régions où elles sont accueillies. Les pouvoirs publics nous regardent, les membres du gouvernement certainement. Le massacre de Kumba, c'est un massacre de trop dans cette guerre qui dure depuis 4 ans, on le sait. S'il y avait une proposition de vous pour dire non à cette barbarie, pour laisser les enfants aller à l'école, ce sera quoi? 2 choses. La première, c'est véritablement appeler à un cessez-le-feu. Et je voudrais de tout cœur véritablement demander pardon. Je voudrais au nom des 2 parties, que ce soit du côté gouvernemental de ces partis, demander pardon. Que les uns et les autres puissent se pardonner mutuellement les fautes qui ont été commises. Ce pardon est très très important afin qu'on puisse changer de stratégie et savoir que les enfants n'ont pas de prix. Donc je voudrais demander pardon et lancer encore un appel de pied à ces partis-là en tant que mère. Pardonnez-vous mutuellement et revenons sur la table et discutons. Parce que c'est le Cameroun qui est en train de sombrer. Et je voudrais terminer en disant au chef de l'État, une fois de plus, c'est lui le père de la nation, s'il vous plaît, qu'il puisse se lever, qu'il puisse
tenir un message d'apaisement et qu'ils puissent, si possible, descendre sur le terrain. L'intérêt du Cameroun, l'avenir du Cameroun en dépend. Sylvie Jacqueline Dormont, merci. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de la semaine. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées et courage à tous ces enfants qui ont été traumatisés. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et un autre sujet. Bonsoir.